Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. Aujourd'hui, j'accueille Audrey Deléris. Et Audrey recrute. Elle recrute même beaucoup puisqu'elle est manager chez Fed Legal, un cabinet de conseil en recrutement dans les métiers du droit, de la fiscalité et de la compliance. Juriste de formation, elle exerce depuis plus de 10 ans dans ce domaine. Et outre son métier de chasseuse de tête, elle est également en charge d'autres projets, comme la création et l'animation du blog de Fed Legal. Elle est chroniqueuse dans l'émission Legal Club Sandwich. Et elle a co-créé et anime le réseau Lawyer New Tech and Startup en France, le Fleet Network. Bonjour Audrey, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Tout droit tout simple. Bonjour Delphine, je suis ravie d'être là avec toi pour ce podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. Je vais te laisser te présenter, mais d'abord, il y a une question qui me brûle les lèvres. Pourquoi et comment on devient chasseur de tête après 5 ou 6 ans ou voire plus d'années d'études de droit ? C'est une bonne question, on me la pose très souvent d'ailleurs. Et d'ailleurs, je suis ravie d'en parler avec toi et avec ceux qui vont nous écouter. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de formation spécifique pour devenir consultant en recrutement, chasseur de tête, même si naturellement, en fait, on a des profils qui viennent des ressources humaines ou, comme tu l'as dit dans ta question, on a des profils qui viennent du droit et qui, après une formation juridique, voire une expérience en tant que juriste ou avocat, ont envie de passer de l'autre côté. Mais c'est tout simplement le hasard. Très souvent, c'est ce que je vois parmi mes confrères et concurrents, c'est qu'on a des profils qui, après avoir exercé quelques années, ont envie un peu d'autre chose et n'ont pas forcément envie de continuer à exercer. Et ils se disent, tiens, ça peut être intéressant de continuer à justement être dans ce domaine qui les passionne, tout en les accompagnant d'une manière un petit peu différente. D'accord. Et toi, ça a été ton cas? Tu as changé de secteur ou tu es arrivé tout de suite dans le recrutement? Pour ma part, je suis arrivée vraiment très rapidement. En fait, moi, j'ai choisi de faire des études de droit pour être journaliste, et ce que je ne suis pas aujourd'hui. Mais le droit m'a vraiment plu. J'ai fait une formation droit français, droit anglo-américain. J'ai continué jusqu'à 5 ans. Et puis, après quelques mois, plutôt dans la recherche et droits de l'homme aux Pays-Bas, je ne savais pas exactement quoi faire en rentrant. Donc, j'ai répondu à une annonce, comme le font la plupart de mes candidats aujourd'hui, pour être chasseur de tête pendant 6 mois. Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de voir de l'autre côté du marché pendant quelques mois pour m'aider dans mon projet. Et contre toute attente, j'ai adoré. J'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré rencontrer les candidats, les contacter. J'ai adoré ce contact humain extrêmement fort, d'accompagnement, oui, et de conseil, tout en restant dans le milieu du droit qui finalement me plaisait bien plus que ce que je pensais au départ. Donc c'est comme ça que je suis devenue chasseuse de tête par le hasard. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du chasseur de tête, alors côté client et côté candidat? Qu'est-ce qu'il apporte à l'un et à l'autre en fait? Bah, j'ai déjà un petit peu donné la réponse, c'est du conseil. C'est pour ça que notre métier est, à mon sens, passionnant. Côté client, la plupart du temps, en fait, ils nous mandatent pour justement avoir un accompagnement. Donc, l'idée, c'est d'accompagner nos clients en amont de tout le recrutement. Donc, d'abord sur le profil recherché, l'organisation de son équipe, parce qu'on connaît aussi extrêmement bien le marché. On a vraiment une vision globale. On a des clients extrêmement différents, des petites structures, des startups, des PME, des filiales françaises de grands groupes, des groupes du CAC 40 au niveau des holdings, des business units. Donc, toute cette diversité de clients permet d'avoir une vision globale et d'accompagner nos clients et de leur expliquer ce qui se passe sur le marché, ce qu'on trouve, ce qui est compliqué, comment ça se passe ailleurs, et notamment sur la question de la rémunération. Donc, on a vraiment l'accompagnement en amont. Pendant le recrutement, on les accompagne aussi, bien évidemment, pour leur envoyer des bons profils. C'est quand même pour ça qu'ils font appel à nous. Mais aussi, on est là pour avoir des idées que peut-être eux n'ont pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir évidemment le profil parfait qui correspond parfaitement au cahier des charges demandé par le client. Mais on est aussi là pour proposer des candidats un peu différents, un peu les outsiders, où on se dit, tiens, ce candidat-là ou cette candidate-là, elle correspond bien, mais il manque des choses. Il va manquer des choses, mais elle a un tel potentiel, une telle personnalité
que ça va le faire. Ça va le faire et il va y avoir un bon match avec le client et avec son projet. Donc ça, moi, c'est ce que je préfère dans mon métier, c'est quand il y a, ces petites idées, un peu différentes qu'on peut soumettre à nos clients. Donc on est là, vraiment en conseil là-dessus et puis une Donc en fois qu'on fait, a ça veut dire présenter des candidats un peu out of the box à tes clients pour effectivement leur faire comprendre que même si on coche pas toutes les cases, on peut être un candidat formidable. C'est ça en fait. oui, alors je te rassure, pas à chaque fois non plus parce que sinon mes clients, me diraient: «Audrey, ça suffit, j'ai demandé tel candidat, il faut vraiment, quand même un bon profil, qui correspond bien». Mais nous, on sert à ça et c'est le cas, je pense, voilà, de mes collaborateurs aussi, notamment chez Fed Legal. C'est que, voilà, comme on rencontre beaucoup, beaucoup de candidats, on en voit depuis des années. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier-là et mes collaborateurs, aussi depuis très longtemps. Donc, on a nos réseaux respectifs qui nous permettent de réfléchir ensemble et parfois on se dit: «Ah bah tiens, tel candidat que j'ai vu, il m'a parlé de tel projet, il correspond pas parfaitement, mais je sens que ça peut le faire». Et ce sont des super histoires qu'on fait ensemble justement avec les candidats, les clients parce que, on peut avoir des idées un peu différentes de ce à quoi ils auraient pensé en fait. Et ça, c'est super chouette quand ça arrive. Et est-ce que les clients en général sont réceptifs à alors c'est pas des changements, mais à ces candidats qui cochent pas forcément toutes les cases ou c'est encore compliqué? Alors, certains, oui, sont très ouverts et dans ce cas-là, c'est absolument génial et très facile et d'autres, pas du tout. C'est-à-dire que, d'autres, me disent: «Ah non, je recherche quelqu'un qui a besoin d'avoir exactement 7 ans d'expérience, 2 ans d'expérience dans cette matière, qui vient de tel secteur d'activité». Et on a beau, leur dire qu'il y a des gens très, très bien ailleurs ou qui peuvent apporter autre chose, certains clients sont très fermés et dans ce cas-là, on a beau être hyper convaincant et très motivé par tel ou tel profil, ça ne marche pas, ça arrive, oui. Mmh. Et alors, évidemment, tu l'as expliqué, c'est le client qui vous paye, en fait, qui vous donne des mandats. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter au côté candidat? Alors côté candidat, on a un vrai rôle de conseil aussi parce qu'on les reçoit en entretien, et il est vrai que la plupart du temps, on a, les mandats de la part des clients, donc on doit trouver le bon profil, mais aussi très souvent, on reçoit des candidats en entretien, on échange avec eux, de manière plus globale, plus générale, sans forcément avoir de mandat en tête. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre, ce que le candidat souhaite, et nous, on l'accompagne en expliquant, comment se passe le marché. Bah, un peu comme la même chose quand on le fait côté client, on le fait aussi côté candidat. On leur dit: «Voilà, aujourd'hui, votre profil sur le marché, il vaut tant», ou «Sur le marché, votre profil, peut évoluer vers tel ou tel poste». Donc on a un vrai rôle aussi là-dessus, et puis on peut avoir une démarche proactive avec l'accord du candidat de se dire: «Je n'ai pas de mandat à vous proposer, en revanche, j'ai, tel contact, tel client qui pourrait être intéressé, dans l'absolu par un profil comme le vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je positionne et que j'en parle à mon client?» Et ça, c'est, hyper intéressant aussi de pouvoir accompagner un candidat, qui correspond pas forcément au mandat, voilà, que j'ai, mais qui peut, correspondre à un mandat que j'aurai plus tard et d'accompagner dans sa recherche aussi plus globale. Et puis, D'accord. évidemment, en entretien, on parle forcément du CV, du projet, voilà, on est là aussi pour ça. D'accord. Et en tant que chasseur, tu analyses un parcours? Parce que, on entend souvent dire que le recruteur, se fait son idée sur un CV en 10 ou 20 secondes. Comment est-ce que tu analyses, un parcours? Alors c'est vrai que tu parles de 10 ou 20 secondes, il y a des études qui montrent que parfois on passe que 6 secondes, ce qui est, Voilà, absolument bon, bah, c'est encore terrible. moins. Alors c'est encore pire côté candidat parce que, je m'imagine à leur place, parce que j'ai déjà moi aussi envoyé mon CV par le passé évidemment et on a passé des heures sur un CV à le relire, à le faire relire, à réfléchir à comment aborder les choses, comment rédiger, quelle photo je mets, est-ce que je mets une photo, pas de photo et cetera. Et en fait, un recruteur le lit, extrêmement vite. Donc c'est, je pense, extrêmement frustrant, de se dire que ça prend très peu de temps pour un recruteur de pouvoir, étudier un CV. Donc nous, il faut savoir en tant que recruteur, c'est qu'on a l'œil hyper aguerri, surtout quand on est, recruteur spécialisé. Pour ma part, ça fait, plus de 10 ans que je lis les CV, que je rencontre, des candidats, mais qui sont que dans le domaine du droit, qui est mon domaine de prédilection. Heu et il est vrai que forcément, je mettrais peut-être plus de temps à lire un CV d'un commercial ou d'un directeur financier, où là, j'ai beaucoup moins de connaissances et de profil. Ouais. Donc quand on a un profil, voilà, juridique, devant les yeux,
forcément, on va les regarder sur, la présentation déjà générale. Un CV de 3 pages, ou de 15 pages, surtout sur un profil junior, ça n'a aucun intérêt et pas de sens. Ou au contraire, un CV, extrêmement court, où on n'a aucune info, ça ne suffit pas en fait. Parfois, on a des candidats qui mettent juste le nom de leur société, leur titre et puis on ne sait pas ce qu'ils font. Voilà, on a juriste contrat, mais voilà, est-ce qu'ils analysaient, est-ce qu'ils rédigeaient, est-ce qu'il y avait une participation aux négociations, est-ce que c'était en français, en anglais, quel type de contrat? On a besoin de savoir ça en fait, quand on lit un CV, donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, il y a la présentation générale, mais il y a aussi évidemment toutes ces petites choses qui nous agacent un petit peu en tant que recruteur, c'est les fautes d'orthographe, les coquilles, quand il y a c'est pas très rigoureux, bah, forcément ça donne une un aperçu pas forcément très positif, au départ. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'au niveau juridique, on sait qu'on doit être extrêmement rigoureux. Bah, je l'ai vécu en 5 ans de droit, c'est quand même très dur comme étude et très long. On nous demande d'être, voilà, très investi, très rigoureux, très précis, très synthétique, et de savoir rédiger. Donc il faut que ça puisse se refléter aussi sur un CV. Et est-ce que tu regardes un CV de la même manière selon, alors je sais que c'est pas, on met pas forcément son âge, mais enfin on peut le calculer avec l'expérience, mais selon l'âge et l'expérience, est-ce que tu as le même regard? Est-ce que tu vas rechercher les mêmes choses? C'est une très bonne question. Hem, je vais pas forcément regarder des choses différentes, mais ce que je souhaite avant tout, mais là, que ce soit un profil, débutant ou un profil qui a déjà 10 ans, 15 ans, voire 20 ans d'expérience, je vais regarder, est-ce que la personne utilise des mots-clés et m'explique ce qu'elle a pu faire? Et ça se voit, voilà, peu importe l'expérience, avec, voilà, des mots-clés, la façon dont c'est, écrit sur le CV. Et ce que j'aime bien justement, mais là qui est valable à mon avis pour tout niveau d'expérience, c'est avoir un titre sur un CV. En fait, ce que je dis souvent aux candidats, c'est qu'il faut mâcher le travail du recruteur. Donc le fait d'avoir un titre avec, par exemple, juriste, 2 ans d'expérience, contrat français et en anglais, ça nous donne déjà un aperçu de ce que la personne sait faire et veut faire. Quand on envoie son CV à un recruteur spécialisé comme nous, voilà, chez Fait Légal, on fait que ça, forcément, ça va être, beaucoup plus facile pour nous d'aller voir l'info et on comprend, ce qui peut se cacher derrière tel ou tel, verbatim. Quand c'est un CV envoyé à quelqu'un des RH en entreprise, ce recruteur en interne ne va pas du tout recruter que des juristes. Donc il faut aussi lui mâcher le travail par rapport à ça. Donc il faut vraiment avoir ça en tête et toujours se dire: «À qui j'envoie mon CV? Est-ce que ça va être facile pour lui ou pour elle de comprendre ce que je fais, ce que j'ai envie de faire?» Et c'est assez, particulier parce qu'on se dit: «En fait, c'est juste un PDF ou un bout de papier» et mais en fait, avec ce document-là qui parfois et même la plupart du temps ne fait qu'une page, on peut voir beaucoup de choses. Est-ce que la personne est rigoureuse? Est-ce qu'elle est synthétique? Est-ce que ça donne envie aussi d'en savoir plus? Donc Mmh. ce PDF ou ce Word ou ce document, papier, déjà en dit long sur la personne. Et quand tu parles de titre, le titre, c'est ce qu'on recherche ou c'est ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'il faut écrire poste recherché et ensuite écrire, ce qu'on cherche? Ou est-ce que, le titre, c'est ce qu'on reflète, c'est notre poste actuel? Alors plutôt le titre qu'on vise. Et ça peut se refléter un peu différemment en dessous. Moi, je conseille souvent d'avoir un sous-titre, par exemple, un alors pour un profil de juriste, souvent c'est la même chose, hein, quand on a 2 ans, 3 ans, 5 ans d'expérience. En revanche, je pense à un exemple qui est assez parlant, c'est un profil avocat. Un profil avocat, souvent j'en ai beaucoup qui veulent passer côté entreprise, parce que pour ma part, je ne travaille que pour des entreprises, chez Fed Legal. Et côté voilà, avocat, si les candidats me mettent avocat, j'ai forcément des clients qui vont me dire: «Ah ben non, ce profil, il veut pas passer côté entreprise, il est avocat, il veut rester avocat». C'est vraiment important, de mettre le poste visé. Donc Ouais, juriste d'accord. et par exemple, si la personne a 2 ans d'expérience ou 10 ans d'expérience en contrat IT, NTIC et bah, là, en fait, c'est bien de mettre juriste, avec, 2 ans d'expérience en contrat, NTIC, par exemple. Il faut vraiment mâcher le travail des recruteurs. Faut penser, bah, ça me fait penser au legal design, justement, qui est une matière dont on entend parler énormément. Il faut Ouais. penser à penser le droit, mais avec le destinataire final. Et là, c'est pareil pour le CV. Il faut penser, le CV en se disant: «Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, et comment le dire de manière simple à mon interlocuteur?» Et tout à l'heure, tu as parlé de mots-clés justement. Est-ce que, Oui. il y a des, logiciels qui font que s'il n'y a pas certains mots-clés dans les CV, ils sont même pas vus par des humains? Parce que ça existe ça. En gros, est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée pour une première revue de tous les CV que vous
vous recevez? Alors, ça existe, les algorithmes, pour le coup. Oui, ça existe dans certains cabinets de recrutement, on a des entreprises qui font ça. Chez nous, on ne fait pas du tout ça. On a un outil je qui s'appelle Alfed, parce qu'on a Fed comme Fed légal. Donc, Alfed, c'est notre outil en interne, qui en fait screen tous les CV pour les enregistrer automatiquement quand quelqu'un postule. En revanche, nous, on regarde tous les CV qu'on reçoit, on les regarde. On la regarde. Malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde, parce que ça serait génial de pouvoir le faire, de dire que non, ça ne correspond pas, ou pouvoir rencontrer même les gens qui ne correspondent pas à l'instant T à un mandat qu'on a. Autant que possible, on en rencontre, dans un cas plus général, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais en tout cas, on regarde tous les CV qu'on reçoit parce que voilà, on a un métier extrêmement humain et ça passe aussi par la lecture de CV, à mon sens. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas le mot-clé exact qu'il me faut que moi, je ne vais pas faire attention à ce CV-là. Peut-être qu'en effet, pour un mandat en question, je vais me dire non, ce CV ne correspond pas, mais tiens, j'ai une petite idée, je vais quand même appeler ce candidat-là parce que je vais pouvoir lui parler d'autres choses et ça peut m'intéresser pour un client à l'avenir. D'accord, OK, Et ça, OK. l'algorithme sait pas le faire. Oui, oui. Bah, oui, mais c'est aussi, voilà, c'est aussi l'intérêt de passer par vous et des recruteurs, des chasseurs, très, 1 spécialisés et 2 qui sont vraiment dans le métier pour, analyser, chaque, CV et l'humain qu'il y a derrière, en fait. Et quel est d'après toi le rôle d'un profil LinkedIn? Alors même, je parle, tout âge là, même pour un junior, est-ce qu'un profil LinkedIn est quelque chose qu'il faut avoir aujourd'hui? Oui, il faut avoir n'importe quel niveau de seniorité, ça c'est un grand oui. Je pense que c'est primordial d'en avoir un. Oui, qu'on soit directeur juridique, qu'on vienne juste d'être diplômé ou qu'on soit en prévision d'avoir justement ce diplôme de droit. Il faut l'avoir, c'est vraiment une vitrine pour un profil et c'est vraiment très important. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est en recherche. Alors, si c'est un profil débutant, il y a de grandes chances qu'on soit en recherche, donc c'est d'autant plus important d'en avoir un profil LinkedIn. Mais ça, c'est des candidats qui me disent ça parfois en me disant oui, j'ai pas de profil, mais j'ai peur que mes employeurs pensent que je recherche, etc. Et c'est pas forcément vrai en fait, parce qu'il y a ce côté recherche, mais il y a aussi ce côté animation de réseau en fait. Et aujourd'hui, le réseau, c'est primordial. C'est primordial de pouvoir justement animer un réseau, ça passe par le profil LinkedIn. Parce que c'est plus facile après de rester en contact avec ses maîtres de stage, avec ses collègues de stage, avec ses managers, même ses professeurs, pour avoir des recommandations. Et ça, le profil LinkedIn, c'est vraiment très important pour ça. Et puis, au fur et à mesure, il se construit avec la carrière. Donc avec le réseau qui devient de plus en plus qualifié, de plus en plus important. Et puis, ça permet aussi d'animer son profil avec différentes choses. Donc, il faut savoir que ce n'est pas un CV en fait. Le profil LinkedIn, c'est quelque chose qui est complémentaire. On y met aussi l'essentiel avec des mots-clés, encore une fois. C'est-à-dire que on ne rédige pas, on met ses compétences clés ensuite qu'on peut rajouter. Et il y a ce côté réseau qui est hyper important aujourd'hui. Et petit point, je fais un focus sur la photo, que ce soit sur le CV ou LinkedIn, il faut qu'elle reste pro quand même. On entend parler à chaque fois, mais c'est vraiment important. On reçoit trop de CV avec le papier peint des années 70 de la grande tante derrière, ou de photos de mariage. Donc, ça doit rester pro. Voilà. On n'est pas obligé non plus d'avoir l'air trop sérieux, un visage fermé. Il faut qu'on ait l'air quand même sympa. On a le droit de sourire, encore heureux. C'est pas une photo de pièce d'identité, mais il faut que ça reste pro. Et petite anecdote que j'aime bien raconter pour ceux qui m'ont rencontré, je pense que voilà, j'ai dû le dire parce que j'adore le répéter à chaque fois. Mais il m'est arrivé une fois en fait de recevoir une candidate qui en fait ne ressemblait pas du tout à sa photo. Donc là, ça ne vaut pas forcément pour les profils débutants qui, en général, n'ont pas trop vieilli entre le CV et le moment où on les rencontre. Mais j'ai des candidats, et notamment cette candidate qui me restera, je pense, toujours en tête, qui, en fait, avait mis sa photo d'il y a 15 ans et qui se ressemblait un peu, mais les années étaient passées et je n'ai pas reconnu quand je suis allée la chercher, en fait, avant l'entretien. Donc, il Ah faut qu'on oui. se ressemble. C'est important. Ouais, il faut quand même reconnaître les gens sur la photo, quoi. Exactement, oui, oui, Si on... exactement. Et quelles sont, d'après toi, les erreurs qui sont vraiment impardonnables face à un recruteur lors d'un entretien, qu'il soit en présentiel, en distanciel? Quelles sont les erreurs qu'il faut vraiment pas commettre quand on va voir un recruteur? Alors, il n'y a pas forcément d'erreur sur le discours, à mon sens. Il faut
faut être professionnel. Ça, par contre, c'est quand même important. C'est vraiment très important, c'est sur la forme. Voilà, donc il faut rester Ouais. professionnel dans son langage, même si ça peut être détendu, ça, c'est important. Faut être préparé, ça, c'est important aussi. On ne vient pas à un entretien, même avec un chasseur, en se disant: «Bon, bah, j'arrive les mains dans les poches». Donc on reste pro, que ce soit, en visio, que ce soit en entretien, physique. Parce que c'est une bonne nouvelle, on reprend les entretiens physiques, face à face, qui est quand même, vraiment formidable. Moi, Ah j'ai oui, un ça c'est bien ça. enfant, c'est Mmh. très, très bien. Très bien pour les candidats, même si on est masqué, ça reste quand même, je pense beaucoup plus, sympathique de se voir en vrai. Il y a des choses qui se passent par la gestuelle qu'on perçoit moins, en visio. Donc la visio, c'est vraiment très, très bien. Je continue à le faire, pour plein de raisons avec des clients, des candidats, mais quand on peut, c'est bien de se voir en vrai. Donc que ce soit en visio ou que ce soit en entretien physique, on reste pro. Donc on reste bien habillé, avec une veste si possible, voilà, avec un fond neutre, quand, c'est en visio. Ça, c'est vraiment important. Faut pas qu'on ait l'air de de d'avoir un candidat qui, quand c'est en visio, qui vient de se lever le matin. Ça, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai déjà eu, que ce soit en visio et même en vrai d'ailleurs, en physique, des candidats qui n'étaient pas préparés, même physiquement, en fait, à un entretien. C'est la première chose qu'on voit, donc on reste professionnel. Donc ça, c'est important. Après sur le discours, le chasseur, c'est un peu différent du recruteur interne parce que, un RH en interne va forcément tester la personne, savoir si elle matche bien avec le poste, poser des questions très techniques, les 3 qualités, 3 défauts et cetera. Ça vient très souvent. Je pense qu'avec un entretien avec un chasseur et c'est mon cas quand, je rencontre des candidats, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est, ce que la personne, elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle fait aujourd'hui et ce qu'elle souhaite faire. C'est ça vraiment le plus important. Parce que, je ne suis pas là pour tester, en fait, si la personne, elle fait, forcément bien les choses. Alors oui, parce que mon client attend ça de moi, mais les candidats, j'ai besoin de savoir, voilà, s'ils me disent, «J'ai fait du des sociétés, mais pas du tout de M&A», j'ai pas envie d'un candidat qui me dit: «Si, si, j'ai géré des fusions-acquisitions», alors que je sais qu'à, 1 an et demi, 2 ans d'expérience, la personne n'a pas pu gérer les due diligence, et jusqu'à l'acquisition, d'une société. C'est pas possible, en fait. Donc ça, il faut vraiment être sincère par rapport à ce qu'on sait faire et pas faire. Parce que moi, mon rôle, c'est vraiment de comprendre, est-ce que la personne, sait faire telle ou telle chose? Est-ce qu'elle matchera avec le mandat que j'ai en question? Est-ce que j'ai pas une autre idée? Ouais. Ça, c'est important. Donc vraiment être très honnête. C'est un vrai échange, notamment sur l'anglais aussi. J'ai parfois trop de mauvaises surprises, pour le coup, où j'ai des candidats qui me disent: «Oui, oui, j'ai un anglais courant» et puis, quand là, pour le coup, je les teste parce que mon client veut absolument que je teste, aussi ces sujets-là. Forcément, si la personne ne sait pas aligner 3 mots, bah, c'est dommage parce que je préfère que le candidat qui me dise: «Bah, je travaille, un petit peu à l'oral, à l'écrit, pardon. Par contre, à l'oral, c'est un peu plus difficile pour moi. Là, on parle ensemble et puis après, moi, je leur dis: «Bah, pour ce poste-là, ça va aller, l'anglais sera suffisant. Pour un autre poste, ça va manquer un peu de fluidité». Donc, il faut vraiment qu'on soit sincère, je pense, pour qu'il y ait un bon match. Ça, c'est vraiment important. Et est-ce que justement, alors tu parles de sincérité, est-ce que vous êtes là aussi pour chercher un peu s'il y a des mensonges dans le CV, s'il y a des trous euh, je pense par exemple, est-ce que vous vérifiez les, les diplômes je pense à ça parce que moi, quand j'ai travaillé en Angleterre, j'avais déjà beaucoup d'expérience, mais il y avait un process très, très, très formalisé dans l'entreprise où j'étais et ils ont vérifié chaque diplôme que j'avais, ça a été vraiment très, très pointu comme Oui, démarche. c'est vérifier et ce que je préfère faire, avant tout, moi, c'est les références, parce que je trouve que c'est encore plus parlant, pour le coup, et ça, les clients sont très demandeurs de ça, mes clients, mes sociétés, pour lesquelles je recrute, et ça, c'est un point important à savoir d'ailleurs pour, côté candidat, surtout quand on débute, c'est que c'est toujours important d'avoir des références. Donc, idéalement, rester en contact avec vos maîtres de stage. Autant que possible. Alors, c'est compliqué quand on n'a fait qu'un stage, mais c'est bien d'avoir voilà, le maître de stage qui peut être référent ou un opérationnel aussi, si vous avez bien travaillé, quelqu'un, je ne sais pas, du marketing. Voilà, c'est toujours bien d'avoir préparé ça en amont. Et il faut savoir aussi qu'un recruteur, qu'il soit chasseur ou un recruteur interne à une entreprise, ne peut pas en fait, appeler, un référent sans votre accord. Donc ça, c'est vraiment important. Légalement, on n'a pas droit. Ouais, ça c'est donc forcément le candidat est prévenu. Oui, alors je sais très bien que j'ai des clients et ça je suis très transparente et honnête là-dessus aussi, c'est que je sais que j'ai des clients qui le font sans l'accord du candidat et moi je suis obligée de les rappeler à l'ordre en disant: «Non, non, non, on a besoin de l'accord du candidat».
Et mon client, ce qui m'a rétorqué, je me souviens, ça m'est arrivé pas très longtemps, je lui ai dit: «Non, non, il y a vraiment pas le droit de faire ça et dans ce cas-là, il faut demander l'accord du candidat». Il avait peur, en fait, que la candidate en question lui donne que les bonnes références. Sauf qu'en Bah, en général, on va pas donner des mauvaises, oui. vrai c'est vrai pour le coup, mais j'ai eu parfois le cas de candidats qui me donnent des références et puis en fait, les références n'étaient pas super bonnes. Mais on ne cherche pas forcément à avoir des excellentes références. Ça peut être des références, je prends un exemple concret, en disant: «Voilà ce profil-là, à l'époque, je l'ai connu en stage, j'ai trouvé que la personne, elle savait remonter les bonnes infos, elle s'est rapidement autonomisée sur tel ou tel sujet et puis au début du stage, c'était un peu compliqué sur tel et tel point et puis voilà, au bout de 6 mois, elle s'est vraiment améliorée là-dessus, donc je pense on peut lui proposer un poste où la personne aura travaillé sur tel ou tel sujet. Bah, ça, c'est une super référence parce que c'est Ouais. concret. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise référence, ça veut dire que cette personne-là, dans tel environnement, elle va être très épanouie, elle va vraiment bien pouvoir faire le travail et dans des environnements différents, ça n'ira pas. Et moi, mon travail en tant que chasseuse, c'est ça, c'est de comprendre dans quel environnement la personne, elle pourra s'épanouir, être bien et apporter satisfaction aussi aux clients. Donc ça, c'est vraiment important. Et si le Euh, candidat donc est prévenu, par le recruteur de cet appel ou de cette référence, est-ce qu'il peut refuser s'il explique, pourquoi? Ah oui, oui, oui. Bah, justement et ça c'est un bon point, que tu soulignes, c'est que, moi je demande: «Est-ce que je peux prendre, référence, auprès de telle société et qui est-ce que je peux appeler?» Et par exemple, si, j'ai déjà eu plein de fois le cas, là vous pouvez appeler, du coup, mon ancienne responsable et je leur dis: «Oui, mais la responsable d'après, est-ce que je peux la contacter?» «Ah non, ça s'est mal terminé pour telle et telle raison». Et moi je préfère un candidat qui m'explique Mmh. pourquoi ça s'est mal passé en me disant: «Voilà, on s'est mal entendus, du coup, au bout de 6 mois, on a vu qu'on n'a pas réussi à travailler ensemble et bah, du coup, on a commun accord, on est parti». Ou ça peut être le cas pour un licenciement aussi, parce qu'il arrive des choses comme ça aussi. Et là, je pense qu'il faut être très honnête. Moi, je préfère un candidat qui me dise: «Voilà, il s'est passé ça dans cette société-là, donc forcément, je ne pourrais pas vous donner la référence. Ça s'est mal terminé pour telle et telle raison. Je vous explique de manière factuelle ce qui s'est passé». Et puis après, la personne embraye, ça explique un trou dans un CV, ça explique pourquoi je ne peux pas prendre de référence. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Mmh. Et là, ça me permet aussi, pour répondre aussi à ta question, quelles sont les erreurs à ne pas connaître face à un chasseur? C'est que quand on explique comme ça un sujet difficile, parce que c'est la vie, hein, il n'y a pas que des choses hyper fluides et hyper faciles qui se passent, et ça se reflète dans la carrière aussi. Il faut être honnête, mais attention, quand c'est par exemple un licenciement, c'est pas nécessaire d'être en colère ou avoir du ressentiment face à ses anciens employeurs ou être insultant. J'ai déjà eu le cas de candidats qui étaient très insultants. On peut être évidemment, très en colère, mais c'est pas l'endroit en fait pour l'être. C'est pas Mmh. l'endroit pour l'être et moi je veux juste savoir et comprendre ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pour comprendre l'évolution de carrière, pourquoi il y a un trou dans le CV, pourquoi par exemple, tel candidat ne veut plus retourner dans tel ou tel secteur parce que ça s'est mal passé une première fois, ça, c'est important pour moi de le savoir. Et pareil aussi pour les éléments, humains, très personnels. Il peut évidemment, avoir un élément malheureux, dans sa famille qui arrive et ça explique parfois un trou dans sa CV ou une pause dans une carrière parce que ça arrive. Alors malheureux ou heureux, hein, d'ailleurs, ça peut être aussi, très heureux et prendre une pause, de manière personnelle pour se consacrer à un projet, personnel ou parce qu'on a eu un bébé et qu'on a pris un congé maternité, plus long ou parce qu'on avait envie d'aller en voyage à l'autre bout du monde. Ça s'explique en fait. Mais attention à pas, être trop long sur le sujet. Parce que j'ai déjà eu des candidats, alors pas beaucoup heureusement, mais qui se sont mis à pleurer en fait devant moi. C'est extrêmement Ah gênant. ouais. Après on reste humain, voilà, ça se contrôle pas forcément, mais voilà, quand on explique un événement malheureux, autant que possible, expliquez-le de manière factuelle. Ouais, donc ce que je retiens, c'est ne pas mentir, être factuel et être assez bref. Enfin, en tout cas, aller droit au but, de ce qu'on veut, Oui. et expliquer, clairement ce qu'on veut, pour Oui, l'avenir. c'est ça. Exactement et donner des exemples, en fait, ça, c'est vraiment très parlant, en fait. Parce qu'on a parfois des candidats qui nous disent, voilà, bah, j'ai travaillé sur des contrats et puis après j'ai travaillé là-dessus. Mais j'ai besoin de savoir quel type de contrat, en fait. Donc, voilà, être précis et donner des exemples autant que possible, oui. Oui, le type de contrat, avec qui ils ont travaillé, comment, est-ce qu'ils étaient dans les négos ou pas, est-ce qu'ils étaient oui, enfin Oui, tout, enfin exactement, le parce que travail du juriste, quoi. Mmh.
Et voilà, oui, exactement, Delphine, c'est ça. Le travail du juriste, faut le comprendre exactement, comment ça s'est passé. Est-ce que la Non, mais c'est personne pas si, c'est pas si évident parce qu'en fait, ouais, on a l'impression qu'il faut être, enfin, je pense que quand on est très junior, on a l'impression qu'il faut être effectivement très factuel et et on ne sait pas forcément bien vendre ce qu'on fait. non, mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours bien de leur préciser. Et alors, à la fois, il faut être plus précis et expliquer. Alors, quand vous êtes face à un recruteur spécialisé dans le domaine du droit, comme c'est mon cas, on va plus facilement comprendre. Mais il faut toujours quand même se dire, la personne n'y connaît pas grand-chose, il faut que je lui explique. Et c'est une manière aussi pour nous de voir si la personne est pédagogue. Donc ça, c'est important. Et attention aussi, surtout quand les profils débutants, de ne pas se survendre. Euh, Parce que parfois, j'ai des profils en entretien qui me disent oui, oui, j'ai géré tout ça en autonomie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Je reprends l'exemple de la fusion-acquisition. Je sais très bien que quand on est en stage, on ne va pas gérer une fusion, pardon, une acquisition de A à Z. C'est pas possible en fait. Ou c'est une grosse influence de la part des sociétés. Sinon, il y a forcément des avocats qui sont en externe à l'étranger ou en France selon l'envergure de l'opération. Voilà, mais l'idée, c'est pas de se survendre parce que je sais très bien en fait qu'il y a des niveaux d'expérience où vous n'avez pas pu gérer telle ou telle chose. Donc, ce que je conseille vraiment, c'est de dire, voilà, j'ai participé à une due diligence, par exemple, lors d'une acquisition, j'ai travaillé sur telle documentation, sur la partie contractuelle, par exemple, euh, contrat de partenariat, j'ai pu le rédiger avec mon manager, on a regardé ensemble et c'était super parce que j'ai pu assister aux négociations, etc. J'ai même pu intervenir lors d'une négociation, c'était génial. Ça, j'aime bien en fait parce que la personne ne se survend pas, c'est du concret et c'est important parce que se survendre en fait, c'est C'est risqué. déjà risqué, déjà vous mentez, j'aime pas le mensonge, donc ne mentons pas, faut être honnête. Et puis en plus de ça, après, imaginons que moi je vous positionne sur un poste où vous allez vous retrouver avec beaucoup de responsabilités. Euh, mais vous pourrez très bien avoir ces responsabilités-là, pardon, mais ça va être un enfer pour vous parce que vous ne saurez pas faire. Donc, je préfère avoir quelqu'un qui est très honnête, me dit ce qu'il a fait ou pas fait et qui a le potentiel de le faire. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce que le client il cherche aussi quand il passe par un chasseur, d'avoir mon retour en disant, voilà, cette personne-là, elle n'a pas fait tel et tel sujet. Par contre, elle a fait autre chose, elle a une telle personnalité que au bout de quelques semaines, la personne sera opérationnelle sur tel ou tel dossier. Oui, puis il faut pas oublier que vous, alors, enfin, chez Fed Légal et toi en particulier, mais vous avez été aussi dans ces métiers-là, donc vous connaissez très bien ces métiers, vous êtes spécialisé dans le domaine juridique, donc vous savez très bien ce que peut faire un junior, un mid-senior ou un senior. Donc effectivement, mentir, c'est risqué aussi dans ce sens-là. Oui, exactement. Je sais très bien qu'en ayant fait 5 ans de droit, on n'est pas capable de faire, c'est malheureux à dire, mais grand-chose en fait. Je suis désolée, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais au bout de 5 ans de droit, en fait, on a appris à réfléchir, on a appris à chercher. Il y a eu des stages qui ont été plus ou moins formateurs. On a appris à faire certaines choses, mais c'est après qu'on apprend sur le terrain et on arrive grâce à des stages déjà à avoir pas mal de choses, mais on ne sait pas tout faire en ayant 5 ans de droit en fait. Ouais, rester humble sur ce qu'on sait Oui. faire quand on est junior, quoi. Oui, exactement. Et j'ai un bon exemple là-dessus, très récent, où en fait, je recherchais un profil, mon client m'avait dit, je recherche un profil entre 1 et 2-3 ans d'expérience en droit immobilier. Et mon client m'avait dit, Audrey, vous pouvez élargir un petit peu à des profils qui viennent de formations un petit peu plus généralistes, droit des affaires dans des contrats, qui est la base du coup, mais avec une appétence déjà pour le sujet et puis un état d'esprit un peu particulier, très ouvert. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai un candidat qui n'était pas spécialisé en droit immobilier, que j'ai rencontré en entretien et qui m'a dit, moi, je suis prêt à apprendre. J'ai déjà appris quelque chose d'important sur les contrats, déjà pas mal rédigé. Voilà, mais il y a d'autres matières que je ne connais pas forcément, mais j'ai très envie. Moi, je suis quelqu'un qui apprend vite, qui a envie d'apprendre. Donc, s'il y a un poste comme ça un peu différent, pourquoi pas en discuter. Et c'est ce qu'on a fait. Je lui ai parlé du poste en droit immobilier. Il m'a dit, ah oui, ça m'intéresse vraiment. J'en ai fait un petit peu, vraiment pas beaucoup, mais un petit peu. Et en fait, je l'ai présenté à ma cliente et elle a recruté parce que ce candidat-là était assez honnête pour me dire qu'il ne connaissait pas exactement ce qu'il fallait pour le poste en question, mais il avait envie. Il avait eu quelques expériences en stage déjà qu'il a réussi à rapprocher par rapport au cahier des charges de mon client. Et du coup, ça a bien matché et ça, j'ai beaucoup apprécié pour le coup. Et mon client aussi. Ah bah ça Voilà. c'est ouais c'est plutôt une super expérience. Ça doit pas arriver si souvent que ça si. Enfin, j'espère que si mais
Pas à chaque fois, parce que j'ai des clients qui veulent absolument 3 ans d'expérience dans telle matière. Ouais, comme tu as dit tout à l'heure, oui. Voilà, il y en a, et ça justifie aussi très bien parfois parce que l'équipe est petite ou parce qu'il manque une expérience très spécifique. Là, par exemple, j'ai un poste en droit de l'environnement actuellement. Ma cliente m'a dit il me faut absolument quelqu'un qui ait cette expertise-là, parce que quelqu'un de trop généraliste en droit public, j'ai déjà dans mon équipe. Donc, il me faut quelqu'un de Ouais. très spécialisé en droit de l'environnement. Donc là, C'était un complément à l'équipe. Donc, effectivement, si c'est oui, pour avoir ça une personne justifie. qui fait la même chose, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai beau avoir quelqu'un avec une super personnalité, hyper enthousiaste, qui a envie d'apprendre, s'il n'y a pas le prérequis niveau compétences à la base, ça n'ira pas pour ce mandat en question. Ouais. Et comment alors, comment les jeunes juristes ils peuvent contacter un recruteur ou un chasseur? Est-ce qu'ils sont crédibles? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, ceux qui vous payent, ce sont vos clients, ce n'est pas les candidats. Mais est-ce qu'un candidat, il peut comme ça aller voir un recruteur, un chasseur et comment il fait? Et bien, il nous envoie un mail, du coup. C'est envoyer sa candidature spontanée sur notre site, et sur le site d'effet légal, candidature spontanée, et puis nous, on reçoit le CV. C'est répondre aux annonces. Attention aussi à bien répondre aux annonces qui correspondent vraiment. C'est-à-dire que je reçois trop de profils débutants pour des postes de directeur juridique où j'ai besoin de 15-20 ans d'expérience minimum. Voilà, on a beau être ambitieux, être très motivé, il y a un moment donné où il faut l'expérience. Donc, attention à bien à pas répondre tous azimuts, parce que Il ça faut rester décrédibilise. crédible, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as dit le mot, ça décrédibilise une candidature. Donc attention à ça, de ne pas répondre à tout et à n'importe quoi. Et puis, au-delà des candidatures, alors il est vrai que vous n'allez pas forcément être recontacté à chaque fois, parce que nous, on recontacte les gens qui correspondent, les candidats qui correspondent. Et puis, si on a une idée où on se dit, tiens, on peut rencontrer ce candidat-là parce que j'ai quelque chose en tête, autant que possible, on rencontre ces candidats-là aussi dans un cadre plus général et pour envisager l'avenir. Mais on ne peut pas rencontrer tous les candidats, malheureusement. Ça serait génial si on pouvait le faire. Donc, sachez en tout cas que votre CV est conservé, et qu'on peut très bien vous retrouver pour un poste par la suite, ou être recontacté. Vous pouvez être recontacté par nous pour un autre poste par la suite. En tout cas, c'est bien que vous soyez dans les bases des cabinets de recrutement. Ça, c'est un premier point. Et puis sur LinkedIn, en fait, maintenant que vous allez tous après avoir un profil LinkedIn, et si ce n'est pas le cas, franchement, faites-le, peu importe sa seniorité, parce qu'on a aussi des directeurs juridiques et directrices juridiques qui parfois n'ont pas de profil LinkedIn. Ça arrive. Donc là, tout le monde doit en avoir un. On peut contacter des chasseurs, en fait. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien être contactée. Je réponds, du coup, mais en tout cas, je ne peux pas forcément rencontrer tout le monde. Mais j'en ai reçu un plus tard qu'il y a 2 jours. Et en fait, j'ai répondu en disant merci pour le CV, je le transmets à l'équipe, on se tient au courant s'il y a des opportunités. Alors certes, ce n'est pas engageant sur un poste précis, mais au moins, il y a plus de chances d'avoir une réponse sur LinkedIn quand vous contactez un chasseur que envoyer son CV, où là, certes, on le voit, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Ouais. Et est-ce qu'il faut relancer? Et si oui, à quelle fréquence? Enfin, quand je dis relancer, est-ce qu'il faut renvoyer de temps en temps son CV ou il est gardé ok, il est gardé, mais pour se rappeler au bon souvenir, est-ce qu'il faut quand même relancer? Alors là, oui, tout niveau de seniorité, là, je pense que c'est bien de relancer de temps en temps. Déjà, nous, on conserve les CV avec l'accord des candidats, puis il y a évidemment ces questions de protection des données personnelles, donc on fait RGPD, oui. ça, exactement. Et au-delà de ça, même si on conserve dans le cadre légal, évidemment, c'est bien de toujours relancer. Alors attention, quand je dis relancer, c'est pas tous les mois. J'ai des candidats qui me relancent tous les mois. Donc c'est un petit peu trop, du coup. Donc c'est bien, voilà, de relancer tous les 3 à 6 mois avec le CV à jour. Voilà, ça, j'aime bien, pour le coup, par mail. On me dit, voilà, bonjour Audrey, voici mon CV à jour. Voilà où j'en suis. J'ai effectué tel poste, pour le coup, telle mission, pardon, ou tel stage. Voilà mon CV à jour. Je reste à votre disposition pour en parler. Ça, j'aime bien parce que moi, ça me permet de mettre à jour les profils, ça permet d'avoir une prise de contact. Et puis, parfois, j'ai eu des mandats et je me dis, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ce profil-là. Oui, puis Génial. ça revient dans ton boîte mail et paf, tu y Oui. penses à ce moment-là. Ouais. Voilà, donc c'est bien de donner des nouvelles, mais attention, de manière un peu mesurée et pas de manière trop insistante non plus. Voilà. Ouais, faut pas être poussif non plus, quoi. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, enfin, on est en septembre 2021, quels sont les métiers du droit qui ont le vent un peu en poupe là? Alors,
Ce qu'on voit pas mal en ce moment, c'est les juristes contrats. On a toujours des juristes contrats à recruter et notamment des juristes en contrat IT. Ça, on en a pas mal parce qu'on recrute pas uniquement pour des startups, mais on a pas mal de mandats pour des startups pour le coup. En fait, ça, c'est spécifique aussi parce que j'ai co-créé, en fait, cofondé le réseau Fleet Network pour French Lawyers in Tech, qui est un réseau de juristes dans la tech. Et du coup, je travaille beaucoup aussi pour des startups dans ce cadre-là. Donc là, on recrute beaucoup de juristes contrats IT, notamment pour eux, mais aussi pour des très grands groupes d'ailleurs qui recherchent ces profils-là, donc avec une coloration digitale, NTIC. Et puis, on nous demande aussi pas mal de profils en compliance et protection des données personnelles. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent en ce moment. Point très positif aussi, c'est qu'on nous demande pas mal de choses en fusion-acquisition, en M&A. Donc là, des profils un peu plus expérimentés. Et ça se revient pas mal sur le marché, ce qui est très bien. Et des nouvelles fonctions comme LegalOps, pour le coup, on commence à en avoir quelques mandats là-dessus, même si c'est pas encore très développé. Et des profils comme ça, un petit peu hybrides de Legal Operations ou voilà, DPO, Compliance Officer, c'est des choses qu'on voit pas mal en ce moment. Ok. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'entretien le plus inattendu, loufoque que tu as eu à mener, alors soit en visio, soit en présentiel? Est-ce que tu as un souvenir comme ça un peu précis? Alors, j'ai cherché, j'ai beaucoup réfléchi. Mais il y en a forcément qui me reviennent pas forcément en tête justement là tout de suite. Mais je pense à un candidat qui mâchait son chewing-gum de manière très prononcée. C'était insupportable du coup et puis absolument pas pro. C'était avant qu'on ait les masques du coup, il y a quelques temps. Mais en plus drôle, c'était un peu plus en visio. Donc là, durant ces 18 derniers mois, où j'ai eu le chat qui arrive sur le clavier devant l'écran. Ça, c'est très drôle. Je pense qu'on a tous eu un chat qui est arrivé lors d'un entretien. Et puis, j'admire quand même je me souviens d'une candidate qui a fait comme si de rien n'était. Donc, ça, c'était très drôle. Voilà, j'ai vu un chat arriver et puis elle a continué à expliquer ce qu'elle faisait, ce qui était assez dingue. J'ai eu aussi un candidat qui était en entretien et puis derrière, en fait, sa femme est arrivée pour aller chercher quelque chose dans le placard derrière, donc comme si de rien n'était, donc c'était marrant. Où j'ai eu aussi des gens qui étaient partis au vert lors des différents confinements et quand c'était possible, où j'avais les mouettes en fond. Ah oui, j'ai plutôt en vidéo, du coup, les choses les plus loufoques, entre guillemets. Et est-ce que tu aurais, alors là, c'est vraiment ma dernière question, est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui pour les jeunes juristes qui cherchent aujourd'hui un premier emploi? Est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour eux? Soyez enthousiaste, et perdez jamais l'idée que il faut se faire son expérience et que on décroche pas forcément le CDI dont on rêve depuis toujours quand on est diplômé et qu'on a son diplôme, et que parfois il faut prendre des chemins un petit peu de traverse, faire des stages un petit peu différents, faire des CDD pour le coup. Donc, faut pas accepter n'importe quoi non plus. Mais il faut quand même aussi se faire de l'expérience et c'est aussi en rencontrant des gens qu'on peut avoir des idées sur la suite de sa carrière et ça va pousser aussi par la suite. Moi, c'est ce qui m'est arrivé pour le coup parce que je ne dessinais pas du tout la chasse de tête et puis c'est des stages qui m'ont emmené à d'autres parce que ça s'était bien passé, qu'on m'a parlé de sujets différents et puis c'est comme ça que je suis devenue en fait chasseuse de tête et alors sans forcément que vous soyez tous chasseurs de tête par la suite, mais en tout cas, c'est grâce aussi à ces rencontres, ces différents stages, qu'on mûrit son projet et qu'on a voilà, des personnes qui, en fait, vont nous conseiller sur des choses et sur leur propre parcours. Donc ça, c'est vraiment soyez enthousiastes, soyez ouverts et faites en sorte d'avoir le maximum d'expérience possible. Merci beaucoup Audrey, c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et puis merci pour ta confiance et puis je vous dis à tous à bientôt. Merci Delphine, merci à tous. Vous retrouverez toutes les références citées sur mon site www.toutdroittoutsimple.com. Vous pouvez également suivre l'actualité de Tout droit tout simple sur LinkedIn. Si vous avez un projet, un métier, une vision du droit à partager, contactez-moi. Ah, j'allais oublier, abonnez-vous au podcast et laissez un avis si vous l'appréciez. Merci et à bientôt!